Bien, bonsoir à tous et à toutes. Prenez place, on va démarrer. Juste quelques mots. D'abord, un petit mot un peu particulier, puisqu'on est à une date particulière, à savoir un 13 novembre. Et donc, il y a une dizaine d'années, un 13 novembre, quelques heures un petit peu plus tard dans la soirée, avait lieu l'ensemble des attentats, d'abord au Stade de France, puis dans les rues autour de la zone du Bataclan, puis ensuite dans le Bataclan. Et au-delà de tout ce qu'on a pu discuter dans les médias ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez pu voir la série télévisée assez remarquable des Vivants qui est sortie. On a beaucoup parlé des victimes directes, celles qui sont décédées, celles qui ont survécu, ou des victimes indirectes, notamment des entourages de ces victimes. Je voudrais juste dire un petit mot sur tous ceux qui ont pris en charge ces victimes, et notamment des soignants, parce que moi qui ai été un des premiers arrivés sur la Pitié-Salpêtrière, avant même l'arrivée des premiers patients, parce que prévenu par le SAMU de Paris qu'il se passait des choses effroyables, à la fois dans Paris et en extramuros. Mon principal souvenir, c'est une mobilisation extraordinaire, comme on a rarement vu dans l'ensemble des soignants. Je me souviens même avoir dû, après certains contacts téléphoniques, dire à plusieurs personnes ne venez pas, on est suffisamment nombreux, il y a même peut-être trop de monde et on va avoir besoin de vous dans les jours qui suivent. En tout cas, j'ai souvenir d'une mobilisation de l'ensemble des soignants assez extraordinaire et qui fait que, en ce qui me concerne, j'ai assez bien supporté toute cette nuit pleine d'histoires plus effroyables les unes que les autres, parce que j'avais ce sentiment de mobilisation, de résilience tout à fait exceptionnelle, d'innovation aussi. Je vais juste vous en citer un exemple. Une des ambulancières qui avait terminé son travail avec le SMUR, qui n'avait plus rien à faire, s'est transformée de sa propre initiative en organisatrice du Tetris, qui était l'ensemble du parking autour des urgences de la Pitié. Et probablement qu'elle a eu une action complètement innovante, complètement personnelle, personne ne lui a rien demandé, et qui a été déterminante. Et ça n'a été qu'une succession de ce genre de choses. Et cette mobilisation des soignants, je l'ai rarement vécue aussi fort, aussi dense que ce 13 novembre. Et d'ailleurs, on l'a vécu un peu plus tard avec le Covid. Et quand on se souvient des applaudissements dans les rues de Paris pour le Covid, on peut voir qu'on oublie assez vite l'importance de nos hôpitaux publics quand il y a une crise majeure, celle du 13 novembre il y a 10 ans, il y en aura d'autres, ou celle du Covid. Voilà, je voulais juste avoir un petit mot en ce jour anniversaire du 13 novembre qui a marqué beaucoup de gens. Alors j'ai le plaisir ce soir d'accueillir le professeur Herzberg, qui est professeur émérite, qui a été d'abord un étudiant de l'université Pierre et Marie Curie en médecine, donc un ancien, un alumni, qui a été chercheur au CNAM, chercheur à l'INSERM, qui a dirigé une unité INSERM, qui est professeur émérite de nutrition, épidémiologiste, et qui est une des personnes à l'origine du Nutri-Score, dont vous avez sûrement entendu parler, ne serait-ce que parce que les médias en ont beaucoup parlé. Et je lui ai demandé de venir nous parler de cette histoire du Nutri-Score, mais pas dans le sens qu'est-ce que ça fait sur la santé des personnes, mais essentiellement sur, le titre le montre, une histoire de lutte contre les lobbies. On a souvent comme exemple l'industrie du tabac comme étant une des premières industries à avoir instrumentalisé de manière considérable pour favoriser le tabagisme. Vous connaissez toute l'histoire. Ça commence à remonter, hein. On est au tout début des années 50. Eh bien, même encore maintenant, il peut y avoir des histoires de ce genre, et je pense que c'était une histoire qu'il était intéressant d'écouter. Serge, on vous écoute.
Merci beaucoup. Je voudrais à mon tour vous remercier pour votre invitation et donc l'opportunité qui m'est donnée de fournir quelques éléments d'information et de réflexion sur le Nutri-Score. En effet, donc, ce petit logo coloriel que vous avez dû voir sur la face avant des emballages de certains aliments, pas tous, et dont l'histoire est assez emblématique de la difficulté de mettre en place une mesure de santé publique, même si elle est validée par la science, même si elle est démontrée comme utile à la population, à partir du moment qu'elle vient s'opposer ou qu'elle est perçue par certains opérateurs économiques comme s'opposant à leurs intérêts. Donc je vous invite à un voyage dans le monde des lobbies, mais permettez-moi quand même juste de rappeler brièvement tout de même ce qu'est Nutri-Score et ses objectifs et pourquoi il a été construit. Nutri-Score, c'est un outil de transparence nutritionnelle qui a deux grands objectifs. D'une part, aider les consommateurs au moment de leur acte d'achat à reconnaître d'une façon simple, avec un système intuitif et compréhensible par tous, la qualité nutritionnelle globale des aliments, ce qui doit leur permettre de comparer les aliments entre eux et de choisir, s'ils le souhaitent, ce n'est pas une obligation, donc faire des choix alimentaires qui soient plus favorables sur le plan nutritionnel, donc plus favorables à la santé. Puis un deuxième objectif aussi important, c'est d'inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments qu'ils produisent, en reformulant leurs produits, en innovant, de manière, d'un côté, à bénéficier d'un meilleur classement sur l'échelle du Nutri-Score et de mettre à disposition des consommateurs des aliments de meilleure qualité nutritionnelle. Alors, après tout, pourquoi développer un tel outil ? La justification, bien sûr, est une justification de santé publique. On sait déjà depuis quelques décennies que les facteurs nutritionnels, et notamment l'alimentation, constituent des déterminants majeurs du risque ou de la protection vis-à-vis de maladies chroniques. On rencontre en France et dans toute l'Europe l'obésité, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, le diabète et beaucoup d'autres pathologies. Face à donc cette prise de conscience, la plupart des États ont mis en place des politiques nutritionnelles de santé publique qui visent à améliorer l'alimentation de la population. Alors, en France, c'est le Programme national nutrition santé. Et toutes ces politiques nutritionnelles de santé publique, en fait, s'appuient sur des recommandations nutritionnelles que vous connaissez sans aucun doute. Manger plus de fruits et légumes, plus de légumes secs et de légumineuses, plus d'aliments complets riches en fibres, limiter les aliments riches en sucre, en graisses saturées et en sel. Donc, ces recommandations sont assez bien connues du grand public, mais en fin de compte, quand on est consommateur, le modèle de l'offre alimentaire auquel on est concerné, avec lequel on a à faire face quand on se promène dans les supermarchés, c'est qu'on est face à une part extrêmement importante d'aliments manufacturés, d'aliments industriels. Et il est souvent difficile pour les consommateurs de traduire les recommandations nutritionnelles, même s'ils les connaissent, dans leur alimentation de tous les jours, être capable de distinguer dans la jungle des produits qui sont mis à leur disposition ceux qui sont de meilleure ou de moins bonne qualité nutritionnelle. Alors c'est vrai qu'il y a des cas de figure où c'est assez simple. Si on demande à l'ensemble des consommateurs, si je vous le demande et si je me le demande, quel aliment présente la qualité nutritionnelle la plus favorable à la santé, même sans Nutri-Score, on a tendance à penser avec justesse que le brocoli a un équilibre nutritionnel plus favorable qu'une pizza aux chèvres affinées avec chiffonnade et copa. Mais si on demande maintenant, entre ces différentes pizzas, laquelle a la meilleure ou lesquelles ont la meilleure ou les moins bonnes compositions nutritionnelles entre une pizza au thon, au poulet, barbecue, margarita, Regina, là, ça devient beaucoup plus difficile. Alors, jusqu'à présent, jusqu'à l'apparition du Nutri-Score, les industriels disaient c'est simple, il suffit de retourner l'emballage et de regarder le tableau des valeurs nutritionnelles. Alors, je pense que c'est illisible sur la diapositive, mais c'est aussi illisible quand on reprend un emballage de pizza ou n'importe quel produit alimentaire. C'est écrit en tout petit, c'est très compliqué, il y a beaucoup de termes ésotériques pour les consommateurs, avec des colonnes, des lignes, des pourcentages, des apports recommandés pour un individu moyen consommant 2000 kilocalories, il y a par 100 grammes, éventuellement par portion. Donc, c'est compliqué, incompréhensible, illisible et donc peu d'impact en termes
de santé publique. Donc l'idée du Nutri-Score, c'est en fait une simple idée de bon sens. C'est de traduire les données qui sont sur le tableau nutritionnel, c'est-à-dire reprendre les éléments qui sont considérés comme négatifs quand ils sont consommés en grande quantité, les sucres simples, les acides gras saturés, le sel, les calories, donc d'attribuer des points positifs en fonction de la teneur affichée dans le tableau des valeurs nutritionnelles de l'aliment dans ces différents éléments négatifs dont on sait que sur la santé, ils peuvent impacter largement en termes de déséquilibre nutritionnel et donc de conséquences en termes de risque de maladie, mais également en prenant en considération des éléments du tableau ou parfois de la liste des ingrédients qui sont considérés au contraire comme positifs sur le point de vue de la santé publique. Est-ce qu'il y a des fruits et légumes, des légumineuses, est-ce qu'il y a des fibres, est-ce qu'il y a des protéines, et donc d'attribuer donc des points en fonction de ça. Et vous voyez que la somme des points positifs et la somme des points négatifs aboutit à une note globale qui représente la qualité nutritionnelle globale de l'aliment. Et évidemment, sur des bases scientifiques extrêmement solides, ont été fixés des seuils qui permettent de déterminer 5 catégories, du vert au rouge, de A à E. Vert, et c'est intuitif, correspond à la meilleure qualité nutritionnelle, et rouge à la moins bonne qualité nutritionnelle. Donc c'est vraiment, vous voyez, un outil de transparence qui ne fait que traduire les données du tableau nutritionnel sous une forme qui soit compréhensible pour tous. Et vous voyez que cette fois, si on reprend nos fameuses pizzas et qu'on met le Nutri-Score, d'un simple coup d'œil, vous voyez qu'il y a des pizzas qui sont plus favorables que d'autres ou moins défavorables que d'autres, et que certaines pizzas peuvent être relativement correctement classées et d'autres beaucoup moins bien classées. Donc vraiment, c'est un outil qui va permettre de comparer les aliments entre eux. Alors, comme pour les pizzas, on peut comparer par exemple les céréales petit déjeuner entre différents types de céréales. Et vous voyez que ça peut varier de A à E. Mais ça peut aider également pour un même aliment qui porte le même nom, qui a la même dénomination, de voir en fonction des marques, alors qu'on pourrait s'attendre avec le même nom qu'ils aient la même composition nutritionnelle, vous voyez que non. Pour un muesli croustillant pépites de chocolat, il y a 35 marques en France avec le même nom. Et ça peut varier de A, c'est plutôt favorable, ça correspond vraiment à très peu de sucre, peu de graisse et peu de sel, à E, où là, on est plutôt proche quasiment d'une confiserie. Et puis, ça permet également de Nutri-Score de comparer des aliments appartenant à différentes catégories, mais qui sont destinés au même usage, par exemple pour le petit déjeuner, ou à l'apéritif, ou au goûter, ou en dessert. Donc, on peut comparer le pain aux biscottes, aux céréales petit déjeuner, aux viennoiseries, aux pâtisseries. Donc, il y a une utilisation extrêmement large qui permet vraiment au consommateur de disposer d'éléments qui peuvent lui permettre d'orienter ses choix et de choisir des aliments qui sont mieux classés sur l'échelle du Nutri-Score. Et puis, s'il veut quand même consommer un aliment qui n'est pas bien classé, ce qui n'est pas du tout gênant, ça l'alerte simplement qu'il doit le consommer en petite quantité et pas trop fréquemment. Alors, tout de même, sans faire beaucoup de reprises des travaux scientifiques, il y a énormément de travaux scientifiques qui ont été développés depuis qu'il a été proposé en débat en 2013. C'est des travaux scientifiques qui ont permis de valider l'algorithme de calcul du Nutri-Score et ont pu démontrer son efficacité, tant en termes de perception, de compréhension, d'utilisation, d'impact sur les choix alimentaires et même avec des études grandeur nature sur les achats. Juste 3 diapos pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des grandes cohortes qui ont pu être analysées en France, en Espagne, en Italie, des grandes cohortes européennes sur des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de sujets, suivis de nombreuses années, qui ont montré que le fait de manger des aliments bien classés sur l'échelle du Nutri-Score permet de réduire le risque donc, de ces maladies chroniques que j'évoquais au départ, qui ont un coût humain, social, économique extrêmement important. Donc on a vraiment à la fois une validation de l'algorithme et une démonstration de l'impact que ceci peut avoir en termes de santé publique. L'autre exemple que je voulais vous montrer, c'est des études qui, cette fois, ont montré que le logo était aidant pour vraiment orienter les choix d'achat dans les magasins vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle. Alors, 2 exemples. Une expérimentation faite dans un magasin
donc expérimentale dans des conditions contrôlées, une autre expérimentation faite en supermarché réel, au niveau national, 60 supermarchés, 1 700 000 tickets d'achat analysés, différents logos testés. Et toutes ces études et bien d'autres démontrent que, le Nutri-Score est le logo qui est associé à la meilleure qualité nutritionnelle des paniers d'achat, améliore les choix par rapport à l'absence de logo. Alors ça varie entre 4,5 et 9% d'amélioration de la qualité nutritionnelle globale du panier d'achat. Mais ça fonctionne, et ça fonctionne mieux même que les autres alternatives éventuellement existantes ou proposées par certains groupes de pression. Et en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le Nutri-Score a l'impact le plus fort, le plus important chez les consommateurs les moins aisés, les plus défavorisés. Donc c'est d'ailleurs un élément qui a servi au niveau politique pour montrer que le Nutri-Score pouvait contribuer à réduire les inégalités sociales de santé dans le champ de la nutrition. Et juste un dernier point sur la recherche, c'est que l'OCDE a publié en 2024 un travail de modélisation où ils ont estimé quel serait l'impact du Nutri-Score par rapport aussi à d'autres logos existants ou soutenus notamment par des lobbies, quel serait l'impact de l'adoption volontaire du Nutri-Score dans l'ensemble des 27 pays de l'UE. Et ce qui est intéressant, avec un modèle statistique extrêmement robuste et validé au niveau de l'OCDE, ça permettrait d'ici 2050 d'éviter près de 2 millions de cas de maladies chroniques, avec bien sûr des effets au-delà de l'aspect humain, de réduire les dépenses annuelles de santé, un sujet de grande actualité, et réduire également par la réduction de l'incidence des maladies chroniques, on aurait également un gain en force de travail pour les pays qui auraient donc adopté le Nutri-Score. Donc on a vraiment énormément de science qui soutient le Nutri-Score. Alors on peut se dire, après tout, à partir du moment qu'on a toutes ces données, ça devrait alimenter assez facilement donc la décision politique. Et je vais juste me permettre de reprendre un petit peu quel est le processus de décision en santé publique qui peut aboutir à la mise en place d'une mesure de santé publique. Alors, bien sûr, au départ, on part d'un problème de santé publique identifié. Ce sont les maladies chroniques dans lesquelles la nutrition intervient. Et on peut se dire que la recherche, ça va nous permettre de déboucher sur des connaissances qui vont amener à faire des propositions qui s'appuient donc sur les bases scientifiques de la recherche, et ça doit permettre la décision politique et la mise en place de mesures de santé publique. Alors ce schéma, il est très beau, ce schéma conceptuel, mais c'est ce qu'on pourrait, bien sûr, voir au pays des bisounours, parce qu'en fait, évidemment, il va y avoir beaucoup d'interférences à tous les niveaux de ce processus de décision, avec donc l'apparition donc du rôle des lobbies. Alors quand on est dans le champ, on a évoqué le tabac, il y a des lobbies très forts, l'alcool, il y a des lobbies très forts, la sécurité routière, il y a des lobbies très forts. Dans le domaine agroalimentaire, on a en face de nous des lobbies très puissants. L'Association nationale des industries alimentaires, qui regroupe l'ensemble des entreprises alimentaires, vous voyez que c'est 180 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 400 000 emplois. La grande distribution, c'est 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 750 000 emplois. Et vous voyez que ça a donc un poids dans la capacité d'influer et d'influencer donc la décision politique. Alors, ça va se passer avec beaucoup d'éléments. Je vous montrerai juste quelques exemples. Il y a d'abord, dans les stratégies des lobbies, des choses qui sont très habituelles. Essayer de jeter le doute sur la science, sur les connaissances, alors en finançant des études dans lesquelles il y a des conflits d'intérêts, essayer de discréditer les mesures et de décrédibiliser à la fois ces mesures et ceux qui les élaborent, développer à travers de tout un tas de systèmes des pressions politiques et économiques, et lorsque la décision politique semble être prise, eh bien, mettre en place des stratégies de blocage, d'essayer de retarder, de brouiller les cartes, fournir des alternatives, développer des fake news pour empêcher les mesures de santé publique. Alors, je vais juste vous donner donc quelques exemples auxquels nous avons été confrontés dans le
avec le Nutri-Score. D'abord, en ce qui concerne le discrédit sur le Nutri-Score, un des premiers éléments que les lobbies mettent en place face à une mesure qui les dérange, c'est, et ils font appel à des cabinets spécialisés, développer des éléments de langage donc pour alimenter ce doute et discrédibiliser, au travers de discours et de messages, la mesure et ceux qui les portent. Donc, critiquer Nutri-Score en le considérant comme trop simpliste, réducteur, discriminant, infantilisant, stigmatisant, anxiogène, culpabilisant, tyrannique, liberticide. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent dans la stratégie des lobbies, c'est d'essayer de jouer sur le côté « on vient contrôler notre mode de vie », alors notre assiette, le contenu de notre assiette, et donc Nutri-Score va atteindre des valeurs extrêmement fortes, du plaisir, du côté ludique et social de l'acte alimentaire, va toucher au patrimoine culturel, gastronomique, culinaire, aux traditions, avec derrière l'impact en termes d'équilibre économique et avec une espèce de ce qu'on appelle aujourd'hui gastro-nationalisme ou gastropopulisme. On fait appel au patrimoine national, régional, comme étant une défense qui justifie de ne pas mettre en place une mesure de santé publique comme le Nutri-Score. Et puis on va également, au travers des éléments de langage fabriqués par les lobbies, voire une critique des scientifiques qui le portent, qui vont être traités comme étant moralisateurs, hygiénistes, des ayatollahs ayant des problèmes d'ego, et au travers notamment de mails auxquels on a pu avoir accès de façon inespérée, échangés entre les structures de lobby de l'agroalimentaire, on a pu voir à la fois comment était construite cette stratégie avec ces termes qui étaient recommandés à utiliser vis-à-vis des médias, vis-à-vis des politiques, et une volonté de personnaliser la mesure. Et dans beaucoup de mails donc secrets, mais qui nous sont parvenus, apparaissait la volonté de dire il faut personnaliser, donc pas parler alors ça ne s'appelait pas le Nutri-Score à l'époque au départ, le logo 5 couleurs, mais plutôt des pastilles du professeur Herberg ou du système Herberg, avec l'idée qui était véhiculée de dire si on personnalise, on retire la science qu'il y a derrière. On donne l'impression que c'est quelqu'un qui se bat pour son bébé, qu'il a fait ça sur un coin de table. Donc, cette stratégie qui a été parfaitement identifiée sur tout un tas de documents qu'on a pu avoir, est celle qui a été utilisée dans le Nutri-Score, bien sûr, mais qui est utilisée aussi dans toutes les stratégies habituelles des lobbies. Et ça a commencé à fonctionner. À peine l'encre était sèche du communiqué de la ministre, disant 2014, de la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, qu'elle voulait mettre en place ce logo coloriel. Quelques jours plus tard, l'Association nationale des industries alimentaires faisait un communiqué de presse qui est largement diffusé, où on retrouve ces fameux éléments de langage, approche simpliste et fonctionnelle, ce n'est pas une information factuelle, une consigne de choix, mesure stigmatisante, menace de la dynamique économique et sociale de nos PME. Avec l'ANIA, d'un coup, ces grosses entreprises, qui sont souvent des grandes multinationales, mettent en avant plutôt la défense des petites et moyennes entreprises, défense des territoires, un frein aux exportations, une atteinte à l'image des savoir-faire, des spécialités régionales et du rayonnement de notre pays, la France, à l'international. Vous voyez que rapidement, ces éléments de langage sont mis en place pour donner un cadre d'action. Et je vous passe tous les exemples, mais juste pour vous dire que ça monte au niveau des politiques. Voilà un courrier envoyé par le ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Le Foll, à ses collègues du gouvernement. Alors, le ministre de l'Agriculture, quel qu'il soit, est toujours beaucoup plus proche des secteurs économiques, à la fois industriels et agricoles. Et là, Stéphane Le Foll reprend dans son courrier tous ces fameux éléments de langage mis en place par les cabinets de lobbying, relayés par l'ANIA, puis donc par lui-même. L'étiquetage ne doit pas stigmatiser les produits. D'ailleurs, il va prendre très souvent l'exemple des rillettes. Il était député de la région de la Sarthe, donc des rillettes du Mans. Ne pas culpabiliser. Vous voyez, le système Herberg, il ne dit pas le système du logo aux 5 couleurs. Hein, c'est une fois de plus la volonté délibérée de personnaliser pour retirer le support scientifique. Une piste à écarter,
Par contre, construire avec les distributeurs et les industriels, et puis toujours l'argument qui est mis en place, l'éducation, comme si le Nutri-Score s'opposerait à l'éducation. Alors bien évidemment, elle ne fait que compléter l'éducation. Autre stratégie que vont utiliser les lobbies, c'est jeter le doute sur la science, et pour ça, ils vont financer des travaux, alors qui ne sont souvent pas des travaux originaux, mais plutôt des réanalyses, des articles plutôt narratifs qui reprennent les données des articles scientifiques qui ont été publiés dans des grandes revues pour les réinterpréter. Et ce qui est intéressant, c'est que des collègues ont analysé plus de 130 articles qui ont été publiés sur le Nutri-Score en tenant compte, entre autres, donc, du financement et des liens d'intérêt ou des conflits d'intérêts des auteurs. Et ils ont montré, dans un travail qui a été publié, qu'une étude est 21 fois plus susceptible de trouver des résultats défavorables à Nutri-Score si les auteurs déclarent, ce qui est une chose importante maintenant dans les articles qui sont publiés, donc si les auteurs déclarent un conflit d'intérêts ou si l'étude a été financée par l'industrie alimentaire. Donc vous voyez que l'industrie va se servir, grâce notamment aussi à des revues peu exigeantes, des revues plutôt prédatrices, la possibilité de faire croire qu'il y aurait une science qui s'oppose à Nutri-Score. Alors, Nutri-Score, ce n'est pas parfait, c'est critiquable. Ça rentre dans le débat scientifique, bien évidemment. Mais là, on sort du débat scientifique, on sort des critiques scientifiques qui sont tout à fait pertinentes pour rentrer plutôt dans une entreprise donc, de déstabilisation. Alors là encore, c'est vrai pour Nutri-Score, c'est vrai si on regarde beaucoup d'autres aspects nutritionnels ou autres. Et puis l'autre stratégie que les lobbies vont utiliser et mettre en place dans Nutri-Score, c'est qu'il y a un moment qu'ils se rendent compte que tout de même, il y a beaucoup de science derrière Nutri-Score et que c'est assez convaincant car les travaux sont robustes, c'est de dire, oui, Nutri-Score, c'est peut-être pas mal, mais il peut y avoir d'autres alternatives. Et donc, il faut encore plus de science, il faut encore plus de travaux, ce qui permet, en brouillant les cartes, en sortant d'une sorte de pochette surprise, tout un tas de logos, de dire il faut encore des travaux, donc retarder la mise en place du Nutri-Score. Et on va voir apparaître alors, des logos plus ou moins fantaisistes. La grande distribution va proposer un logo qui fournit des recommandations absolument pas basées sur la science. Les grands industriels, notamment ce qu'on appelle le Big Six, Coca-Cola, Mars, Mondelez, Nestlé, Unilever et Pepsi, vont proposer un logo, l'ENL, qui est un logo qui reprend des couleurs, mais beaucoup plus compliqué que Nutri-Score, et qui est par portion que les industriels fixent eux-mêmes et qui ont, par magie, la capacité de faire verdir le rouge ou l'orange, puisqu'il suffit de faire le calcul sur une petite portion pour arriver à avoir, dans leur système, une classification plutôt favorable. On va voir ressortir aussi des logos qui sont intéressants, qui ont servi d'ailleurs de modèle au Nutri-Score, comme le logo britannique des Multiple Traffic Lights, des Traffic Lights multiples, qui est un logo qui nous a beaucoup inspiré en France pour le Nutri-Score, mais qui est par nutriment, qui est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, nos collègues britanniques qui ont développé ce logo, aujourd'hui, soutiennent un logo plus simple comme le Nutri-Score. Et puis, on va voir, alors, il y a un logo australien, les systèmes d'étoiles en noir et blanc, qui n'est pas inintéressant, mais qui a été démontré par tous les travaux scientifiques dont je vous ai épargné une grande partie, ont été démontrés comme moins efficaces qu'un logo coloriel comme le Nutri-Score. Puis il va y avoir vraiment des initiatives de créer des nouveaux logos qui satisfont à la fois des opérateurs économiques et qui vont permettre de dire il faut les tester par rapport au Nutri-Score. On va voir les Nutri-Repères qui reprend en fait un système que les industriels au début des années 2000 avaient déjà proposé parce qu'il est assez incompréhensible pour le consommateur. Et puis l'Italie, sur laquelle on reviendra, qui va proposer, les grands lobbies italiens, notamment bien sûr Ferrero, va proposer ce système de batterie, de piles, qui est totalement incompréhensible et inutilisable pour les consommateurs. Et d'ailleurs, contre-intuitif, puisque quand vous avez une batterie de téléphone, plus elle est chargée,
mieux c'est. Et dans le système italien, pour la couverture des apports en éléments qui sont plutôt négatifs, et bien là, c'est l'inverse. Moins la batterie est chargée, mieux c'est. Donc, des études qui ont été faites sur les consommateurs ont montré que c'était extrêmement confus. Donc, ça, c'est vraiment aussi une stratégie très largement utilisée par les lobbies pour brouiller les cartes, de dire, eh bien voilà, il y a d'autres logos qu'il faut tester. Et à l'aide un peu de tous ces éléments, ils vont faire ce que l'on connaît bien maintenant et qui ont été dénoncés dans beaucoup de domaines, une pression auprès des politiques au moment des décisions. Donc en 2014, lorsque le logo a été retenu par la ministre de la Santé, elle avait l'idée de le faire passer dans la loi de santé qui devait être discutée en 2016. Et on va retrouver auprès des parlementaires tout ce que je viens de vous montrer, des courriers, des visites pour utiliser les éléments de langage que je vous ai cités, sortir les travaux qu'ils financent pour essayer de jeter le doute sur les résultats, et puis faire des pressions très directes auprès d'un certain nombre de parlementaires complices. Et on a pu avoir accès, grâce là aussi à un mail confidentiel de l'ANIA qui est miraculeusement arrivé dans nos boîtes mail, la fourniture, clé en main, d'amendements au moment de la discussion de la loi, où tout est rédigé sur un format qui est celui de l'Assemblée nationale, totalement habituel, et pour lesquels les députés ou les sénateurs, quand c'est au Sénat, vont juste avoir à mettre leur nom et ensuite rajouter la date et reprendre ces éléments pour les annoncer en séance, pour défendre des amendements dont on sait qu'ils ont été entièrement donc, construits par l'ANIA, alors pour retarder, pour bloquer, pour dénaturer le Nutri-Score. Donc, vous voyez qu'en fait, on s'est retrouvé au bout d'un moment, après la discussion de la loi de santé en 2017, devant une situation où, d'un côté, on avait des études scientifiques qui validaient l'intérêt du Nutri-Score, une position des agences sanitaires officielles, donc Santé publique France, l'Agence nationale de santé et de sécurité alimentaire et de l'environnement, le Haut Conseil de la santé publique, qui soutenait sur les bases scientifiques le Nutri-Score, un soutien également sociétal avec l'ensemble des associations de consommateurs, ou le FCQ Choisir, 60 millions, la CLCV, Foodwatch, Famille Rurale et beaucoup d'autres qui soutenaient, une forte médiatisation qui a relayé en quelque sorte la pression sociétale, un fort support de la communauté scientifique et des professionnels de santé avec des sociétés savantes, alors à la fois dans le domaine de la nutrition, mais également de la santé publique, de la gastro-entérologie, des pathologies, de la pédiatrie, de la cancérologie, de la cardiologie. Donc, vraiment, un support extrêmement fort. Des lobbies agroalimentaires extrêmement donc, actifs, 4 ans de bataille. Et tout de même, grâce à cette pression sociétale, au mois d'octobre 2017, vous voyez, à quelques jours près, ça fait 8 ans, eh bien, un arrêté interministériel est enfin signé par la ministre de la Santé, son collègue de l'Agriculture et de l'Économie et des Finances, adoptant donc le Nutri-Score comme le logo officiel pour la France sur une base volontaire. Alors, c'est une victoire parce que c'est une bataille importante et c'est vraiment grâce à la fois à la science et à la pression sociétale que l'arrêté interministériel a été adopté, mais vous voyez, je l'ai mis en gros, c'est sur une base volontaire. Alors, ce n'est pas tant le fait d'une décision spécifique de nos ministres, mais d'une réglementation européenne qui a été mise en place en 2011 et toujours en vigueur, qui a été à l'époque poussée par les industriels de l'agroalimentaire pour bloquer toute velléité d'un État membre de mettre en place un logo obligatoire. Donc, avec cette réglementation européenne, le gouvernement français a donc décidé de l'adopter, mais sur une base volontaire. Alors tout de même, on a vécu un certain nombre de victoires ou de développement plutôt intéressant du Nutri-Score, qui a été également adopté par
d'autres pays européens, que la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, le Luxembourg, la Suisse, comme la France, ont adopté le Nutri-Score. Il existe d'ailleurs aujourd'hui une coordination européenne des 7 pays qui ont adopté le Nutri-Score. D'autres sont en voie de l'adopter. On a maintenant aussi du recul qui montre que le Nutri-Score est bien perçu par les consommateurs. 93% le considèrent comme utile. 94% seraient favorables au fait qu'il soit présent sur les emballages de façon obligatoire, et près des 2/3, parce que c'était 57%, mais on a des chiffres plus récents qui sont autour de 65%, donc de nos concitoyens déclarent avoir changé au moins une fois leurs habitudes d'achat grâce au Nutri-Score. On a d'ailleurs maintenant un certain nombre d'éléments qui montrent que l'efficacité sur les ventes en supermarché, avec une réduction des produits plutôt mal classés, une augmentation de ceux qui sont mieux classés, mais évidemment sans voir disparaître, et c'est heureux, ce n'est pas une volonté du Nutri-Score, des produits qui sont classés DO. Au niveau des entreprises, donc, je vous disais au départ du Nutri-Score, lorsqu'il a été adopté, lorsque du moins la ministre de la Santé a décidé de le retenir en 2014, suite à un rapport qu'elle m'avait demandé de mesures. Alors, c'était une des 15 mesures qui étaient proposées. Il n'y avait aucune marque qui soutenait le Nutri-Score, et au contraire, comme je vous l'ai dit, toutes l'ont combattu pendant 4 ans. Au moment où il a été adopté en octobre 2017, il y avait 6 marques, 3 distributeurs et 3 industriels. Aujourd'hui, on est quasiment à près de 1500 marques aujourd'hui. Donc, ça représente à peu près 60% du marché alimentaire. Mais on a encore et toujours le refus de sociétés qui le combattent depuis qu'il a été proposé. Ferrero, Coca-Cola, Mars, Lactalis, Mondelez, Kraft, Unilever. Et puis, on a des marques qui l'avaient adopté, mais qui n'ont pas accepté les mises à jour, parce que comme tout outil de santé publique, Nutri-Score est destiné à être régulièrement mis à jour en fonction du progrès des connaissances scientifiques, de l'évolution du marché alimentaire, des nouveaux produits qui apparaissent, des reformulations qui sont faites, et puis de l'expérience que l'on acquiert en le mettant en place. Et donc, il y a eu une mise à jour en 2023 qui a vécu quelques difficultés parce que les lobbies ont été très actifs et ont réussi à bloquer en France son application grâce à la ministre de l'Agriculture, donc actuelle, Madame Genevard, qui avait mis sous le coude cette mise à jour, qui a fini sous la pression là aussi médiatique et sociétale à accepter. Depuis mars 2025, il y a une nouvelle version, et certains groupes comme Danone ou Bjorg, qui avaient été parmi les premières à adopter le Nutri-Score, voyant leurs produits sucrés plus pénalisés, n'ont pas vu d'un bon œil de voir sur des bouteilles d'Actimel, d'Activia, de Danonino, ou sur des boissons végétales qui mettent en avant plutôt un côté santé, avec parfois des allégations autorisées, même si elles sont quelque peu discutables, de voir et de montrer que leur Nutri-Score pouvait être un Nutri-Score de D ou de E, parce que beaucoup de ces produits sucrés, enfin du moins dans les versions sucrées, peuvent contenir autant, voire plus de sucre qu'un soda. Et évidemment, ils considéraient que c'était très gênant d'afficher un Nutri-Score E tout en disant que le produit était bourré de probiotiques, que c'était un geste sur l'immunité, et que ça réduisait la fatigue ou que ça renforçait les défenses antioxydants. Donc, certaines sociétés se sont retirées du Nutri-Score. Et donc, pour forcer la main à ces sociétés qui combattent depuis le départ Nutri-Score ou qui le refusent aujourd'hui dans sa nouvelle version, eh bien, il faut le rendre obligatoire. C'est le seul moyen, parce qu'on a atteint aujourd'hui un plafond de verre et que, depuis un certain temps, on sait qu'on n'arrivera pas à convaincre ces grandes sociétés d'afficher le Nutri-Score. Alors, on a cru à un moment à une embellie, un concours de circonstances extrêmement favorable, une conjonction des étoiles, puisque, comme je vous disais au départ, a priori, pour rendre obligatoire en France ou dans n'importe quel État membre, il faut changer la réglementation européenne qui a été mise en place par les lobbies. Et en 2020, la Commission européenne annonce un programme extrêmement ambitieux. Ça ne concerne pas uniquement l'information nutritionnelle, mais concernant l'agriculture et l'alimentation, la stratégie Farm to Fork, annoncée en 2020 avec un article, parmi
les multiples qui sont proposés, c'est de mettre en place un logo unique et obligatoire pour l'Europe. Et évidemment, un logo unique et obligatoire qui s'appuie sur la science. Elle va fixer une feuille de route et elle dit qu'elle proposera cette étiquette avant la fin 2022. Donc évidemment, Nutri-Score avait toutes ses chances et donc la Commission européenne a mis en place les éléments pour prendre sa décision fin 2022. Alors, il y a eu un rapport de l'Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments sur les profils nutritionnels qui montrait que ce qu'il fallait mettre dans un logo qui s'appuie sur un profil nutritionnel, et on retrouvait tous les éléments du Nutri-Score. Il y a eu un rapport du bras armé de la recherche au niveau de la Commission européenne, ce qu'on appelle le Joint Research Center, le comité commun de recherche européen, qui a rendu un rapport montrant réellement, là aussi, le soutien au Nutri-Score. Puis il y a eu une consultation publique, ça fait partie aussi des armes et des processus obligatoires maintenant au niveau de la Commission européenne. Et donc, en quelques mois, ont été rendus, développé un questionnaire permettant à tous ceux qui voulaient s'exprimer, consommateurs, chercheurs, professionnels de santé, institutions de santé publique, industriels, associations de consommateurs, etc., de donner leur avis. Et là encore, la consultation publique a été très favorable au Nutri-Score. Donc toute la feuille de route de la Commission européenne poussait à l'adoption du Nutri-Score, mais évidemment, ça a réveillé là aussi les lobbies européens, et on s'est retrouvé dans une situation, alors un peu comme on avait vécu en France, d'un côté, ceux qui étaient pour le Nutri-Score comme logo obligatoire en Europe. Alors on y retrouve les acteurs scientifiques, les associations d'experts, le Centre national de recherche sur le cancer, l'OMS, etc., en faveur de l'adoption du Nutri-Score comme logo harmonisé obligatoire pour l'Europe, avec bien sûr la finalité de l'intérêt pour la santé des consommateurs et la santé publique. On a toutes les associations de consommateurs. En Europe, ça représente beaucoup, avec le Bureau européen de l'Union des consommateurs, 43 associations de consommateurs dans les 27 pays européens, les associations de patients également, toutes les sociétés savantes au niveau européen. Mais là encore, on retrouve en face ceux qui sont contre. Alors on retrouve les classiques, je ne vous les recite pas, mais ce sont les mêmes, alors avec leur représentation au niveau européen, Food and Drink Europe, qui regroupe, c'est un peu l'ANIA européenne des industriels de l'agroalimentaire, mais en plus, au niveau européen, il y a aussi les secteurs agricoles extrêmement puissants, notamment la COPA-COGECA, qui regroupe les grands syndicats agricoles et notamment qui défend les intérêts, entre autres, des filières, des fromages, de la charcuterie et de la viande. En France, c'est la FNSEA qui est d'ailleurs un grand opposant au Nutri-Score, parce que considère que les charcuteries et les fromages ne sont pas bien classés par le Nutri-Score. Donc, eux disent non au Nutri-Score, et on va voir un élément supplémentaire qu'on ne vivait pas bien sûr au niveau national, c'est qu'un État, l'Italie, et notamment le gouvernement de Mme Meloni, va se positionner en État lobbyiste en considérant que le Nutri-Score était un complot de l'Europe ou de la France ou du binôme franco-allemand, en attaquant les produits made in Italy, l'alimentation méditerranéenne, ce qui est un comble, puisque le Nutri-Score repose sur le classement de l'alimentation méditerranéenne, en sortant une alternative que je vous ai proposée tout à l'heure, que je vous ai montré tout à l'heure, le Nutri-Inform. Et puis, ça va être une véritable croisade. Le ministre de l'Agriculture de l'Italie, mais Mme Meloni elle-même, d'ailleurs dans son programme politique au moment des élections, affichait la lutte contre le Nutri-Score comme un des éléments de son programme politique. Et on va avoir d'ailleurs, au travers d'une enquête faite par Foodwatch et le Bureau européen de l'Union des consommateurs, accès à ce qu'on appelle les Nutri-Score Papers, qui sont les documents internes à la Commission européenne des réunions qu'il y a pu avoir entre la Direction générale de la santé et de l'agriculture et les parties prenantes. Et grâce à la pression extrêmement forte donc, de ces associations, après avoir harcelé la Commission, ils ont pu avoir accès au compte-rendu. Et là, on va voir des choses extraordinaires. Il y a eu 19 réunions. Je vous résume un peu cette diapositive qui est un peu lourde. 19 réunions, par exemple, avec la Direction générale de la santé,
17 étaient avec des industriels, 2 étaient avec des représentants de la société civile, et encore une était un simple événement dans lequel la commission a participé. Le lobbying italien objectivé de façon intense, avec énormément donc, de réunions sollicitées par la représentation italienne auprès de l'Union européenne en lien avec la Fédération des industries agroalimentaires et les syndicats agricoles italiens. Et puis on va avoir la chance d'avoir les PV des réunions, des procès-verbaux des réunions qui ont eu lieu entre la Commission européenne, et on va pouvoir voir les types d'arguments utilisés par les lobbies. Alors, bien sûr, tout un fake news. Il n'y a pas de preuve scientifique à l'appui du Nutri-Score. Il y a plus d'une centaine d'études qui démontrent, mais ils considèrent qu'il y a un déni total de la science. Ce n'est pas utile aux consommateurs. L'alternative qui est proposée s'appuie par contre sur une base scientifique forte, alors qu'en fait, il y a 4 études, dont 3 financées par les industriels, extrêmement discutables. Et on va avoir des arguments très fantaisistes. Je vous en ai repris un parce qu'il est absolument surréaliste. C'est de dire que la consommation de produits à base de cacao provenant de pays du Sud va diminuer à cause de la classification par le Nutri-Score. Le chocolat, ce n'est pas un modèle de vertu, ce n'est pas très bien classé par le Nutri-Score, même si ça n'empêche pas d'en consommer. Mais là, les Italiens, la représentation italienne, les lobbies italiens vont dire que ceci va entraîner une émigration africaine en Europe compte tenu de l'effondrement du cours du cacao. Et ce qui est encore plus extraordinaire, évidemment, c'est lunaire d'entendre ce type d'argument, c'est qu'aucun fonctionnaire de la Commission européenne va dire là quand même, vous dépassez peut-être un peu les bornes, et ça va être entériné comme un argument à mettre dans le débat. Donc, 2022, il y avait théoriquement la date limite qui aurait dû permettre d'adopter le Nutri-Score au niveau européen. Ça a été reporté à 2023, puis à 2024. Et on est en 2025, c'est toujours pas adopté, c'est d'ailleurs même plus à l'agenda de la Commission européenne. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, si la Commission européenne ne tient pas ses engagements et cède au lobby, il faut que les États membres décident de le rendre obligatoire malgré la réglementation européenne. Il y a des voies juridiques puisque au niveau européen, il existe un article qui considère que même si une mesure s'oppose à la libre circulation des marchandises en Europe, si elle est justifiée, nécessaire, proportionnée, non stigmatisante et permettant une amélioration de la santé publique, il est possible de la mettre en place. Et donc la bataille aujourd'hui qui s'ouvre et qui est d'actualité, puisqu'il y a une semaine, il y a eu les discussions au Parlement, c'est de rendre obligatoire le Nutri-Score en France. Alors, il y a des soutiens très importants. L'assurance maladie qui a considéré que pour diminuer les dépenses de santé, le Nutri-Score pouvait contribuer. La Cour des comptes, le Conseil économique et social, très nombreux scientifiques et professionnels de santé, plus de 117 organisations, sociétés savantes, comités d'experts, ONG, associations de consommateurs et de patients, se sont mobilisés pour soutenir le fait qu'ils deviennent obligatoires, mais les lobbies se sont également mobilisés. Et si vous avez entendu les arguments qui sont souvent mis en avant sur les lobbies, alors il y en a plein, je vous en prends juste un parce qu'il est aussi intéressant et très emblématique, c'est ce qu'on appelait ce qu'on appelle nous la guerre du Roquefort, c'est-à-dire la montée au créneau des demandes d'exemption sur tout un tas de fake news, laissant croire que le Nutri-Score s'opposerait aux aliments traditionnels, qui pénaliseraient les appellations d'origine, et que des produits naturels comme le Roquefort, mal classé host, qui est inacceptable, et donc il doit être exempté. Mais ça a été pareil pour le picodon, le Saint-Nectaire, toutes les charcuteries françaises. Alors c'est bien sûr absurde, hein. Si les charcuteries ou les fromages d'ailleurs sont mal classés par le Nutri-Score, c'est parce que c'est riche en gras et en graisse saturée en sel, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être consommé, mais en quantité limitée et pas trop fréquemment, ce qui ne fait qu'alerter le Nutri-Score. Une AOP ou une IGP, ça n'a rien à voir avec la nutrition. Ce n'est pas parce qu'un produit est traditionnel, rattaché au terroir, produit selon un savoir-faire ancestral qui fait partie du patrimoine culinaire ou gastronomique qu'il est vacciné sur le plan nutritionnel en termes d'éléments qui sont défavorables. Et un produit gras, sucré et salé, même avec une AOP ou une IGP, une appellation d'origine, reste un produit gras, sucré ou salé. Et puis derrière, évidemment, tout ce discours
qui met en avant le petit éleveur de brebis qui fait très bien son travail, eh bien, il y a des grandes industries qui se camouflent avec des groupes agroalimentaires qui défendent avant tout leurs grands intérêts. Il faut savoir, par exemple, le Roquefort, 70% de la production de Roquefort, et j'ai vu des chiffres plus récents qui disent qu'aujourd'hui, ça serait 90% de la production de Roquefort, et de nombreux autres fromages sont en fait sous la dépendance de grands groupes agroalimentaires comme Lactalis, le numéro 1 mondial des produits laitiers, ou Savencia, ou Sodial, donc des groupes extrêmement puissants, qui évidemment ne voient pas d'un bon oeil que leur fromage soit mal classé, mais surtout, ils produisent beaucoup d'autres choses, des charcuteries, des crèmes dessert, des matières grasses ajoutées, etc. Et donc, ils préfèrent utiliser l'image romantique des petits producteurs pour essayer d'obtenir un discrédit sur le Nutri-Score. Alors juste pour finir, tout de même, il y a encore des arguments positifs, puisque toute cette bataille pour rendre obligatoire le Nutri-Score, et notamment tout le travail fait auprès des parlementaires, a abouti la semaine dernière, il y a moins d'une semaine, le 7 novembre, au vote en première lecture à l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, de 2 amendements. Alors, ils sont identiques, un proposé par des socialistes, l'autre par des écologistes, mais qui ont été votés de façon transpartisane par beaucoup d'autres partis, excepté les partis d'extrême droite. 2 amendements qui rendent obligatoire le Nutri-Score sur les aliments. Donc ça, c'est plutôt un élément favorable. Et c'était intéressant de voir qu'une majorité des députés ont voté pour cela, malgré l'absence de soutien du gouvernement qui se retranche derrière le fait qu'il ne peut pas être rendu obligatoire à cause de la réglementation européenne. Et comme je vous l'ai dit, ça n'est plus valide, ce type de réserve. Et puis, les lobbies ont quand même aussi travaillé de leur côté et ont réussi à mobiliser un certain nombre donc, de députés qui ont voté un sous-amendement qui exclut de l'obligation du Nutri-Score les produits ayant une AOP ou une IGP, donc des produits traditionnels, et qui a été bien sûr soutenu par tout un tas de députés, là aussi ça a été un peu transpartisan, qui sont des élus des régions de production de fromage et de charcuterie, qui utilisent des arguments gastro-populistes, gastro-nationalistes, auxquels on était assez habitués en Italie. Mais tout de même, c'est un élément plutôt favorable, et donc, à travers un peu de ces quelques éléments, vous voyez que la saga d'une mesure de santé publique comme Nutri-Score est à la fois faite d'avancées qui sont acquises contre les lobbies, mais c'est une histoire sans fin parce que les lobbies n'arrêtent jamais. Donc on sait la date du départ, on ne sait toujours pas la date de fin. Donc la santé publique, d'une façon générale, n'est pas un long fleuve tranquille, et l'histoire du Nutri-Score est assez emblématique de cela. Donc voilà les éléments que je voulais vous fournir. Si vous voulez plus d'informations sur le site de Santé publique France, sur le site du ministère de la Santé, il y a beaucoup d'informations. Il y a également notre site universitaire nutriscore.blog. Alors je fais de la publicité pour mon livre, mais je n'ai aucun droit d'auteur, donc je ne me sens pas du tout gêné, parce que dedans sont retracées un peu toutes les histoires de ce lobbying. Donc Manger tais-toi, un nutritionniste face au lobby agroalimentaire. Et je pense que ce qui est aujourd'hui intéressant au travers de l'histoire du Nutri-Score, c'est que ça sert vraiment de modèle à la façon dont on a du mal à mettre en place des mesures de santé publique, parce que la santé publique pèse très peu lourd au niveau des décisions politiques par rapport à d'autres intérêts, alors que d'ailleurs, il n'y a pas obligatoirement divergence et que le Nutri-Score n'est pas quelque chose qui va effondrer ni l'économie des grands groupes agroalimentaires, mais pourrait servir plutôt de moteur pour qu'ils fassent des efforts à reformuler un peu leurs produits. Donc voilà les éléments que je voulais vous donner. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette conférence. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vais passer. Vous vous présentez au moment où vous posez votre question, s'il vous plaît.
Bonjour, je m'appelle Assunta Galante et je suis retraitée de la... j'étais en fait assistante commerciale dans une société qui vendait de l'huile d'olive. Donc, nous étions confrontés à la grande distribution et nous remplissions effectivement les portails où la grande distribution prend disons, les étiquettes, en fait. Donc, toutes les valeurs nutritionnelles, etc., etc. Ma question était donc liée par contre au plastique, c'est-à-dire que maintenant, il y a un enjeu de santé sur les microplastiques, les nanoplastiques, excusez-moi l'ignorance, mais je pense au snacking par exemple, on ouvre une boîte, donc on ingère ces produits, donc ils font pratiquement partie de ce qu'on mange. Est-ce que vous pensez que ça serait possible, sinon incendiaire, d'élargir le Nutri-Score aussi aux nanoplastiques? Merci. Alors, merci de votre question. Ça me permet de dire deux choses. Un, le Nutri-Score, donc j'insiste, à lui seul ne va pas résoudre tous les problèmes de santé liés à la nutrition. C'est un élément d'une politique nutritionnelle de santé publique. Deux, comme tout logo nutritionnel, il ne faut pas demander plus au Nutri-Score que ce qu'il peut apporter. Il ne prend pas en considération beaucoup de dimensions qui sont importantes. Les présences d'additifs, l'ultra-transformation, les pesticides, le bien-être animal, l'environnement, le plastique. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas le faire. Et si ça n'existe pas aujourd'hui un algorithme qui permet de prendre en considération toutes ces dimensions, c'est que scientifiquement, ça n'a pas de sens, dans le sens que si on mélange tout, on finit par moyenner les choses et faire perdre la signification. Donc, il faut donner des informations qui sont complémentaires. Alors, ça peut être fait sous forme graphique, mettre un logo, mettre un bandeau noir autour du Nutri-Score quand c'est un produit ultra transformé. Pour les pesticides, il y a déjà l'agriculture biologique. Il y a des discussions sur un logo environnemental. Alors, on ne pourra pas mettre sur un emballage 50 informations, mais il faut qu'il y ait des informations qui peuvent être données en direct quand c'est vraiment extrêmement urgent ou au travers d'un QR code quand ce sont des choses un peu plus indirectes. Donc, ça me permet vraiment de dire, le Nutri-Score, c'est vraiment la composition nutritionnelle. C'est déjà beaucoup, puisque je vous ai montré que les travaux ont montré que simplement en consommant des aliments mieux classés sur le Nutri-Score, on réduisait le risque de maladie. Maintenant, toutes les autres dimensions sont extrêmement importantes. Il faut de l'information qui soit donnée à côté du Nutri-Score. Je retiens 2 sujets pour l'année prochaine, les plastiques et les pesticides. Oui, bonjour, Jean-Michel Aupert, nutrition, Pitié-Salpêtrière. Donc, merci beaucoup, Serge, de raconter si bien cette histoire. Il faut quand même dire que c'est une histoire compliquée, c'est une pièce avec de nombreux acteurs, mais que toi, tu es vraiment l'acteur principal. Donc, il faut quand même le souligner, même si c'est une aventure collective. Donc, ma question, c'est à propos des ultra transformés. Donc, c'est un peu un autre sujet, mais c'est un sujet aussi important sur lequel tu as travaillé. Il y a des propositions d'ajouter une sorte de bandeau noir autour du Nutri-Score. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc, on a vu la difficulté pour faire naître le Nutri-Score, pour le porter sur les fonds baptismaux. Alors, il y a d'autres dimensions qui sont très liées à la santé, dont l'ultra-transformation, le fait qu'un produit ait des processus industriels à répétition et contienne des additifs. Et ça a été validé, entre autres, par notre équipe au travers de très nombreuses études. Il y a plus de 80 études. On en a fait 7 dans notre équipe de recherche, montrant que le fait de manger des aliments ultra-transformés, indépendamment de la composition nutritionnelle, impactait le risque de maladie, de la même façon que la composition nutritionnelle, indépendamment de l'ultra-transformation, impactait le risque de maladie. Donc, ces 2 informations sont extrêmement importantes. Comme je viens de le dire, on ne peut pas les mélanger sous forme d'un algorithme. C'est pour ça qu'on a proposé ce liseré. Alors, on l'a proposé noir, un peu provoquant, mais on pourra négocier la couleur. Ce n'est pas ça le plus important, marqué aliments ultra transformés, parce qu'il y a une classification possible des aliments ultra transformés. Et on a validé, dans le cadre de la cohorte Nutri-Net Santé, sur près de 20 000 sujets. Et l'addition de ce liseré noir informant sur les aliments ultra transformés permet d'avoir des choix alimentaires encore plus favorables en prenant en compte le Nutri-Score. Donc, quelque chose de validé scientifiquement. Il faut encore des travaux. Il y en a plusieurs en cours. Mais ça, c'est encore une autre bataille. Et vous voyez qu'on vient à peine de finir, enfin, on n'a pas encore fini, mais on a avancé difficilement sur le Nutri-Score. On commence à se battre sur l'idée de fournir cette information complémentaire graphique sur les aliments ultra transformés. Et là encore, les lobbies, et ils sont extrêmement nombreux, qui produisent
des aliments ultra transformés, c'est une grande partie des aliments qui sont mis à notre disposition en France et dans le monde, se mobilisent aussi. Donc ça va être une deuxième bataille, mais là encore, c'est dans le sens de l'histoire. Donc on finira sûrement par avoir cette information complémentaire. Le liseré noir peut être un mode de diversion. Ça se trouve, demain, les industriels, perdant beaucoup de temps à combattre le liseré noir, seront d'accord avec le Nutri-Score. Oui, on peut utiliser aussi cette stratégie. Bonjour, merci beaucoup pour l'intervention. Xavier Ménadier, docteur en santé publique. J'ai une question sur l'adaptation des recettes, parce qu'on entend beaucoup parler à la fois d'un point de vue avantageux ou désavantageux. Est-ce que les industriels jouent le jeu en améliorant leurs recettes pour améliorer leur Nutri-Score, ou est-ce qu'elles manipulent pour juste augmenter le Nutri-Score sans gros impact sur la santé, notamment à travers le cas Choc à Pic qu'on voit beaucoup dans les médias? Oui, alors je vous ai montré au départ que dans les objectifs du Nutri-Score, il y avait deux effets, dont essayer de booster un peu les industriels, à améliorer, à reformuler leurs produits, parce qu'il y a des marges de manœuvre qu'on connaît bien. On peut retirer du gras, du sucre, du sel, sans changer le goût, la texture des aliments. Alors, pas trop, mais ça a déjà un impact en santé publique. Alors, oui, il y a eu vraiment un grand effort qui a été fait, et on dispose d'un rapport de l'Observatoire de la qualité alimentaire, l'OCALI, qui montre cette amélioration. Il y a des travaux scientifiques, notamment nos collègues américains, qui ont regardé comment a évolué depuis la mise en place du Nutri-Score la composition nutritionnelle des aliments en France par rapport aux mêmes aliments, des mêmes marques, en Italie, qui n'ont pas adopté, c'est le moins qu'on puisse dire, le Nutri-Score, ou la Grande-Bretagne, qui a un autre logo, et ils ont montré qu'il y avait vraiment une amélioration. Alors cette amélioration ne porte que sur les produits dans les rayons qui affichent le Nutri-Score. Les associations de consommateurs aussi ont fait des études. Et juste un exemple, alors c'est à la fois du marketing, mais ça va dans le bon sens. Après tout, s'ils améliorent les industriels et qu'ils le disent et qu'ils le mettent en avant, c'est un marketing qui est quand même utile aux consommateurs. Mais Intermarché et Carrefour ont revu plusieurs milliers de leurs recettes et ont retiré du gras, du sucre, du sel, et ont profité pour toiletter des additifs parce qu'ils savent qu'on les attend aussi là-dessus. Donc, il y a eu un réel impact. Et l'histoire du Choc à Pic, elle est très emblématique. Lorsque Nutri-Score a été proposé, en 2014, il y avait à peu près 50 grammes de sucre pour 100 grammes de Choc à Pic. C'était quasiment vraiment une confiserie. Nestlé, qui combattait Nutri-Score, mais qui a anticipé, a commencé à retirer du sucre et passé de 50 à 40 grammes pour 100 grammes, 40 grammes à 30 grammes. Ils sont passés donc du C au B. Puis, ils ont réussi à descendre en dessous de 22 grammes de sucre, prendre du blé complet pour apporter des fibres, retirer du sel, des graisses saturées. Et grâce à cela, ils ont réussi à atteindre le A. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, même si on souhaitait que les industriels améliorent leurs produits. Les seuils qui avaient été fixés, en fonction du marché alimentaire de l'époque en 2016, prenaient en considération ce qui existait, et donc des céréales qui étaient plus sucrées. Et là, en passant en A, ils se retrouvaient au même niveau que des céréales petit déjeuner qui ne contenaient pas du tout de sucre ou très peu de sucre. Et dans la mise à jour, puisque je vous ai dit qu'on avait quand même prévu qu'il y ait des mises à jour, le comité scientifique a décidé, pas simplement pour Choc à Pic, de pénaliser plus le sucre dans les aliments, ce qui fait que les Choc à Pic sont repassés de A à C. Alors vous pouvez me dire, c'est pas sympathique parce que l'industriel a fait des efforts, mais on respecte quand même et on reconnaît l'effort de l'industriel parce que même passer de A à C, il est mieux classé que d'autres céréales qui n'ont pas fait cet effort, qui se retrouvent en D ou en E. Et Nestlé, comment a réagi Nestlé ? Ils ont continué à retirer du sucre et maintenant, ils ont encore retiré du sucre pour passer en B. Donc, ils n'arrivent plus à passer en A quand même, mais ils passent en B. Donc, il y a un effet vertueux qui peut être utilisé comme du marketing par les marques, mais qui, après tout, lorsque les produits sont moins gras, moins sucrés, moins salés, plus de fibres, plus de fruits et légumes, eh bien, c'est au bénéfice des consommateurs. Donc là, on s'en réjouit. Bonjour, Renaud Piarou. Comme Jean-Michel Aupert, j'essaye de participer aux activités de l'Institut de santé globale de l'Alliance Sorbonne Université. J'ai vu que vous aviez beaucoup de combats, en fait, en plus du combat du Nutri-Score. Finalement, il y a d'autres problèmes, les plastiques et autre chose. Puis j'ai surtout vu une ressemblance très forte avec ce que font les lobbies des cigarettiers, par exemple,
et les stratégies qui sont utilisées pour vous mettre les bâtons dans les roues. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous avez mis des connexions? Est-ce que vous essayez de partager l'expérience avec ceux qui ont combattu le lobby des cigarettiers, ceux qui combattent les lobbies des pesticides, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose, une union aussi qui se fait de ce côté-là? Alors, oui, vous avez raison. Alors, il n'y a pas d'union formelle, il n'y a pas une association de ceux qui se battent contre les lobbies ou qui se retrouvent en situation de se battre contre les lobbies. Mais par contre, il y a beaucoup de contacts. On échange beaucoup, à la fois au niveau national et international, avec nos collègues qui travaillent en effet alors, sur le tabac, sur l'alcool, beaucoup avec les collègues qui travaillent sur l'alcool, voire sur la sécurité routière. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que parmi les lobbyistes, on retrouve les mêmes personnes qui passent d'un sujet à un autre. Hein. Donc, on a retrouvé dans les problématiques alimentaires des gens qui viennent de l'alcool. Et à l'inverse, nos collègues de l'alcool disent tiens, on a identifié un lobbyiste qui vient du champ de l'agroalimentaire, enfin du lobby agroalimentaire. Donc oui, il y a une coordination qui se fait. On a d'ailleurs même publié des travaux pour essayer de montrer que les stratégies sont les mêmes. Et c'est un élément important parce que ça nous permet d'être mieux préparés et de partager les moyens d'essayer de contrecarrer les discours et les méthodes utilisées par ces lobbies. Merci pour ce topo, Agnès Belloc, pneumologue. Si je repasse sur le thème de pousser les industriels à modifier la composition des aliments, est-ce qu'on pourrait leur prêter un argument de bonne foi où finalement, si on se penche sur le sel et le sucre, ça reste des composants qui favorisent la conservation des aliments et évitent de rajouter des substances autres conservateurs non naturels, on va dire. Est-ce que des arguments comme ça ont pu être avancés tout en étant, les teneurs étant à l'encontre de la santé publique, hein, j'entends bien, mais... Alors oui, c'est une question aussi pertinente. Alors, une des grandes difficultés, c'est on ne veut pas qu'ils retirent du sucre en utilisant des substances chimiques, des édulcorants. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les industriels sont conscients que ce qui les attend dans les années à venir, et on le voit bien dès à présent, c'est que la demande aussi sociétale est pour avoir accès à des produits qui contiennent le moins d'additifs possible. Donc, il y a des marges de manœuvre suffisantes, c'est-à-dire sans utiliser d'additifs, d'édulcorants, d'épaississants, de conservateurs. Il est quand même possible d'avoir des marges de retrait de gras de sucre et de sel qui sont significatives, qui permettent réellement d'ailleurs de changer de classification du Nutri-Score. Notre problème était d'arriver à les convaincre qu'ils avaient ces marges de manœuvre, de ne pas substituer donc avec des substances qui ne sont pas intéressantes, et que le système soit bloqué, c'est-à-dire qu'on n'enrichisse pas uniquement avec des fibres, par exemple des produits qui seraient très sucrés, pour être capable d'avoir un effet. Même si c'est bien d'avoir plus de fibres, et encore, ça dépend quelle fibre, il ne faut pas que ça puisse permettre de faire passer la pilule d'un taux de sucre très important. Et si vous regardez en détail, vous verrez que les points qui sont attribués ne sont pas les mêmes pour les éléments positifs et négatifs, de manière à empêcher une sorte de manipulation du Nutri-Score pour valoriser des produits grâce à des ajouts, même de substances naturelles, mais qui exonéreraient ou qui occulteraient la présence donc d'éléments négatifs. Bonjour, merci. Moi, j'ai une question un peu plus pragmatique. Est-ce que les marques des aliments classés E, qui n'ont pas changé leur recette au fur et à mesure, est-ce qu'ils ont eu une baisse dans leur chiffre d'affaires significative? Est-ce que vous avez eu information de ça sur le long terme, sur les quelques années où ça a eu lieu? Alors, j'ai évoqué tout à l'heure qu'on dispose maintenant de données statistiques des ventes en supermarché. Donc sur plusieurs années, parce que les opérateurs économiques surveillent ça de près et publient régulièrement. Et donc, il y a eu des travaux qui ont été faits pour regarder en fonction du Nutri-Score. Alors oui, les produits D et E baissent. Ils baissent d'à peu près 10% d'une année sur l'autre. Les produits A et B augmentent de 10%. Alors,
peu près. Donc, ce qui est une très bonne chose en termes de santé publique. Ça peut paraître pour certains insignifiant, mais non, c'est déjà énorme ces effets. Alors, ça peut impacter, mais ça n'impacte pas de façon massive. Et surtout, là encore, c'est un argument pour, là où c'est possible, et c'est possible pour beaucoup d'aliments industriels, reformuler les produits. Donc, bien évidemment, il peut y avoir un impact, mais il ne sera pas aussi important que le côté dramatisant qu'il y avait au départ de la mise en place du Nutri-Score, de dire que ça allait effondrer. Vous voyez, Coca-Cola ne va pas s'effondrer à cause du Nutri-Score, même s'il devient obligatoire et qu'il doit le mettre sur ses produits. Donc, on n'a pas encore des données économiques, on en aura parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à cela, mais les éléments dont on dispose montrent qu'il y a un impact modeste, mais significatif, et qui va dans le sens des histoires. Même si c'est un impact économique, on ne peut pas accepter, au nom de la défense de l'intérêt économique, que ne soient pas mis en place ces mesures. Mais c'est une question intéressante. Un grand merci. Et puis, on vous félicite pour cette conférence. Et je vous propose de nous retrouver pour un petit pot de l'amitié et pour ceux qui ont d'autres questions à poser à Serge Hackberg. Un grand merci